Bonjour Vincent Rousseau, merci de répondre aux questions de la chaîne YouTube UPR Aquitaine. Vous êtes spécialiste des questions monétaires de l'UPR, vous avez un doctorat en économie, un doctorat en mathématiques et vous avez commencé votre carrière comme trader dans une grande banque à Paris. Puis en 1998, vous êtes entré à ce qui allait se nommer la BCE. Alors, comment avez-vous postulé pour entrer dans cette banque ? De la façon la plus simple qui soit, j'ai écrit une lettre. Je suis probablement d'ailleurs le seul de toute l'histoire de la BCE à avoir jamais posé ma candidature dans une langue autre que l'anglais, puisque j'ai candidaté en français. Ça serait aujourd'hui rédhibitoire et une cause de rejet, mais à l'époque, ils n'étaient pas si stricts. Vous rentrez à 37 ans à la BCE ? C'était 37 ans, oui, peut-être. Et vous y restez 15 ans. Oui. Et donc à l'époque, vous êtes très enthousiaste. Oui. Et vous dites, germanophone et amateur de la culture allemande, oui. Je suis donc parti m'installer en Allemagne avec beaucoup d'enthousiasme en imaginant que la monnaie européenne préfigurerait une véritable fusion entre notre pays, de l'Allemagne et de la France. Perspective grandiose qui me paraissait éminemment désirable. Oui, c'est tout à fait ça. J'imaginais que ça allait se produire assez facilement et sans même qu'on y fasse attention. C'est-à-dire qu'on avait au départ un peuple allemand et un peuple français, et puis d'autres peuples, un peuple italien, ceci, cela, et qu'à la sortie, mais relativement rapidement, donc de mon vivant, on n'aurait plus qu'un seul peuple. Il m'a fallu quelques années pour comprendre que ça n'arriverait jamais, même pas 15 ans. Je pense que déjà vers 2005, j'ai fait mon deuil de cette idée. Et vous, ça a commencé comment et techniquement Je ne sais pas comment ça a commencé. Je n'ai pas vraiment pris conscience du fait que ma foi s'érodait. Certainement le fait de vivre dans un environnement européen, avec tous ces pays, tous ces collègues européens, mais qui étaient avant tout des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des nationaux, qui se pensaient absolument pas européens, si ce n'est de manière, comment dirais-je, en termes de slogan, de manière politique. Oui, ils disaient qu'ils étaient européens, mais enfin, ils se comportaient comme s'ils se percevaient eux-mêmes comme des Espagnols, des Italiens, des Allemands, et comme si personne ne prenait au sérieux l'idée de la possibilité d'un peuple européen. Et est-ce qu'il y avait des mélanges quand même ? Mais des mélanges ? Des mélanges, il y avait les gens allaient ensemble à la cafétéria. Ah oui, bien sûr, c'est pas qu'on s'évitait, mais quand on se parlait tous, et c'était presque une question d'étiquette. On se parlait tous en anglais du moment qu'on n'était pas compatriotes. Et dans la langue locale du moment qu'on était compatriotes. Avec l'exception des Espagnols, c'est-à-dire que les Catalans et les Espagnols pas catalans se parlaient entre eux en anglais, bien qu'ils soient évidemment capables de se parler en espagnol. Et seuls les Espagnols se parlaient entre eux en espagnol, et les Italiens se parlaient en italien, et ainsi de suite. Les Allemands se parlaient en allemand du moment qu'il n'y avait aucun autre, ou alors un Autrichien à proximité, mais dès qu'un non-Autrichien, non-Allemand apparaissait dans leur cercle visuel, ils switchaient automatiquement et sans s'en rendre compte à l'anglais. Ouais. Donc l'anglais aurait pu devenir la langue européenne ? Elle n'aurait pas pu le devenir pour la raison que ce n'était la langue natale de personne. Il est évident que pour qu'une langue soit une langue de travail pour un peuple, il faut que ce soit la langue natale d'une proportion appréciable de ce peuple. C'est un minimum. Or, personne à la BCE n'a pour langue natale l'anglais, sauf quelques informaticiens qui travaillaient, qui étaient venus du Royaume-Uni, qui n'étaient pas vraiment partie prenante du projet, parce que leur pays n'est pas dans la zone euro, ne croient pas en la zone euro, relativement eurosceptiques. Ils venaient parce qu'ils pouvaient faire leur métier d'informaticien à des conditions meilleures que s'ils étaient restés sur le continent. C'était pas du tout une question de... Donc eux, c'était à peu près les seuls à avoir comme langue natale, et c'était ceux qui ne comptaient pas. Donc dans vos conférences disponibles sur YouTube, vous dites sans vous y arrêter que la zone euro c'est 19 pays. Oui. Mais c'est assez étonnant qu'on ne parle jamais de ceux qui n'y sont pas. Donc parmi ceux-là, il y a la Bulgarie qui a dit que son pays renonçait à abandonner sa monnaie nationale pour l'euro du fait de l'incertitude entourant la pérennité de la monnaie unique. Donc ça en fait un qui a priori ne rentrera jamais dans la zone euro. Il y a la Croatie, il y a la Hongrie qui n'a
qui a essayé depuis 2003 de rentrer à la zone euro, mais qui n'y arrive toujours pas et qui n'a pas de date prévue. Et puis la Pologne, dont le Premier ministre a dit qu'il serait difficile de prendre une décision par rapport à l'euro tant que la zone euro n'a pas réglé ses problèmes et ses tensions intérieures. Et puis la République tchèque, et puis la Suède, qui de facto bénéficie donc d'une option de retrait, et puis le Danemark, qui a eu aussi une option de retrait. Alors, comment on peut parler d'Europe si les différents pays n'intègrent pas ou ne veulent plus intégrer la zone euro ? On peut toujours parler d'Europe, ça n'engage à rien, mais le fait est qu'en effet, il ne faut pas s'attendre à ce que les pays que vous avez cités intègrent jamais la zone euro. En fait, je dirais, ceux qui n'y sont pas maintenant n'y entreront jamais. Donc ça fait au moins 8 pays. Et ceux qui y sont maintenant ne vont pas y rester pour toujours. Mais les sorties sont bien plus probables que les entrées. Et vous voyez quel pays sortir d'abord ? Alors, je vois plusieurs pays sortir. Je ne sais pas qui va sortir le premier, mais j'envisage des sorties de pays pauvres comme la Grèce ou l'Italie. Mais j'envisage aussi des sorties de pays riches comme l'Allemagne. Dans ce dernier cas, cependant, des raisons politiques font que l'Allemagne ne peut pas dire je renonce à l'euro et à la construction européenne, donc elle s'y prendrait d'une manière un peu plus discrète en faisant intégrer dans le mécanisme de l'euro des clauses qui feraient que de facto ça ne serait plus une monnaie unique. Mais ça pourrait être présenté au grand public comme étant resté une monnaie unique pendant encore un certain temps. Je veux dire, TF1 n'irait jamais dire l'euro est mort, alors que de fait l'euro serait mort. C'est ce que j'appelle le principe de la sortie furtive. Et puis au bout d'un moment ça deviendrait évident pour tout le monde, mais la responsabilité première de l'Allemagne serait effacée. Effacée, diluée. Diluée, émoussée, moins visible. Robert Mundell, qui est un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie, est souvent repris pour les Européens qui veulent encore de l'Europe comme le théoricien de la zone euro. Pourtant, il disait qu'une zone monétaire optimale, c'était surtout une zone politique. Donc, j'aurais voulu que vous vous exprimiez sur le fait de dire qu'est-ce que c'est une zone monétaire optimale en fait. Je ne sais pas vraiment moi-même parce que ça dépend d'un modèle très précis de Mundell que je n'ai pas étudié dans le détail. Mais il faut voir que c'est quelque chose qui a une validité, une réalité, si vous voulez, uniquement dans ce cadre formel. C'est pas censé être un élément du monde réel. Donc il a un certain modèle de sa science macroéconomique qui est stylisé, et dedans il dit si ça vérifie telle et telle propriété d'axiomes, éléments de définition, alors j'appelle ça une zone monétaire optimale. Mais il faut se garder de croire que dans le monde réel il y a des choses pareilles, des zones monétaires optimales. Il disait d'ailleurs que les États-Unis n'étaient pas une zone monétaire les États-Unis optimale. qui appartiennent en effet au monde réel et ne ressemblent pas à une zone monétaire optimale telle que lui la pense, puisque dans une zone monétaire optimale à la Mundell, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de transfert d'un sous-ensemble vers un autre sous-ensemble, alors que dans les États-Unis vous avez des transferts à travers le budget fédéral qui vont d'un État à un autre. Donc est-ce qu'on est encore encore proche du concept de zone monétaire optimale qui voulait inventer, je ne sais pas. Mais c'est pareil, même dans des pays qui sont à l'intérieur de l'Europe. L'Italie du Nord subventionne l'Italie du Sud et la Corrèze est subventionnée par, je ne sais pas, des départements riches. Pourquoi ? Parce que la solidarité nationale l'emporte à cette échelle sur des questions purement d'argent. Et c'est précisément ça qui ne se reproduit pas à l'échelon européen. C'est-à-dire que autant on peut imaginer que l'Italie du Nord finance l'Italie du Sud parce que c'est toujours des morceaux du même nation, autant on ne peut pas imaginer que l'Allemagne finance l'Italie parce que ça ne l'est pas. Ils ne sont pas les éléments on rejoint ce dont on parlait au début, ils ne sont pas les éléments d'un peuple unique. Donc ils ne vont pas accepter. Par rapport à ce que vous disiez sur le travail à la BCE, ont tendance à défendre justement leur pays. Maintenant, Non, c'est pas qu'ils défendent leur pays, ça ce serait pas vrai. Mais ils se sentent de leur pays et ils ne se sentent pas européens. Oui, mais les Allemands sont en colère contre les Grecs. Là, je pense que ça s'applique à la population générale, pas tellement au sein des travailleurs de la BCE. Mais si vous prenez un Allemand dans la rue, il va être en colère contre les Grecs.
D'accord, mais pas à la BCE, ça ne se ressent pas. Alors là, vous me posez une colle quand même, parce que si même ça se ressentait, je pense que ça serait bien masqué. Vous avez par contre le ressentiment qui n'est pas montré à la BCE est déjà montré par les employés, non pas de la BCE mais de la Bundesbank. Vous savez qu'il y a des travaux qui sont faits en commun entre toutes les banques centrales de la zone euro, généralement par téléconférence, parfois par rencontre au siège de Francfort. Bon, il est assez manifeste que depuis 2010, nos collègues de la Bundesbank, enfin je dis nous, en imaginant que je suis encore à la BCE, les collègues de la Bundesbank ne font même plus semblant d'avoir le moindre enthousiasme pour le... Ils sont grincheux, plein d'esprit de contradiction, critiques, et ce d'une manière systématique. C'est pas une question de telle ou telle personne. Mais c'est des collègues de la BCE, de la Bundesbank, c'est pas des collègues de la BCE. D'accord. Les Allemands qui travaillent à la BCE sont pas comme ça. Ils se tiennent mieux, on va dire. En 98, donc quand vous êtes rentré avec cet enthousiasme, vous parliez donc de fusion de deux peuples en quelque sorte. Oui, je pensais qu'en effet on allait fabriquer un peuple à partir de deux peuples, ou plus de deux peuples. Ou plus. Alors, qu'est-ce qui vous avait amené à penser à ça? Ah, pourquoi j'étais dans cette idée? Ben, je sais pas. Alors honnêtement, ça remonte à tellement loin que j'identifie mal d'où ça vient. Enfin, j'avais toujours imaginé que c'était comme ça, quoi. Qu'il était possible, comme ça, dans un acte volontaire presque prométhéen, de dire, ben voilà, nous sommes tant de peuples et nous décidons de devenir un peuple et ça marche. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, donc plus de 15 ans après, vous dites l'Europe est un mythe. Oui. L'Europe est un mythe nocif. Oui. Et l'indépendance et la souveraineté de la France sont en danger pressant. Oui. Donc, on passe comment d'un souhait de fusion? C'est très très logique. À partir du moment où vous remarquez qu'il n'y a pas de peuple européen, et qu'il n'y a pas donc de possibilité d'un État-nation souverain européen, une fois que vous avez remarqué ça, comme vous constatez qu'il y a quand même des transferts de souveraineté depuis, disons, la France vers quelque chose, mais que ce quelque chose ne va pas devenir un État-nation en lui-même, eh bien il en résulte que c'est une mauvaise affaire. Avant c'était une bonne affaire parce qu'il y avait une raison, un but précis. Mais si c'est pour rien, à ce moment-là, ça revient simplement à démanteler la souveraineté de la France pour rien, quoi, de manière gratuite. Et à ce moment-là, c'est plus justifiable, et non seulement c'est plus justifiable, mais c'est carrément nocif. On peut rêver à ce que la France serait devenue si elle ne s'était pas depuis des décennies embarquée dans l'extra-aventure de la construction européenne, je vous cite. Alors qu'est-ce que ça serait devenu la France? Ben déjà, on a perdu une demi-génération de croissance, à peu près 15 ans. Ça fait une demi-génération sacrifiée. C'est plus que ça d'ailleurs, parce qu'ils ont régressé en fait. Nous sommes quand même... Enfin, les gens de mon âge et du vôtre sont quand même les premiers à vivre globalement moins bien que la génération de leurs parents, enfin que leurs parents, au même âge, j'entends. Si vous comparez vous ou moi à vos parents ou mes parents, et ça sera une règle assez générale, vous vivez moins bien. Vous vivez moins bien non seulement au sens où vous consommez moins, ce qui serait qu'à moindre mal, mais vous êtes aussi moins protégé de toutes les façons possibles, vous n'avez pas de sécurité économique, vous n'avez pas d'avenir que vous puissiez envisager avec sérénité. Enfin, la vie est devenue moins agréable et c'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que normalement, les générations suivantes vivaient mieux que les générations précédentes. Pour récupérer la souveraineté de la France, si l'UPR arrive au pouvoir, quels sont les conseils que vous donneriez à François Asselineau au niveau monétaire? Là, ça va être un petit peu technique, mais enfin, ça va revenir à avoir une sortie de l'euro immédiate. Je ne vais pas détailler. Ça peut se faire très vite. On a l'impression que la Grande-Bretagne traîne un peu. Ah non, parce que la Grande-Bretagne, c'est pas du tout la même chose, elle ne sort pas de l'euro. Donc pour elle, la question n'existe pas. D'accord. Alors pour la France, ça se passerait comment? Alors pour la France, ça se passerait d'une manière beaucoup plus rapide que la sortie de l'Union européenne. C'est-à-dire que ça se peut que pendant la période où la France reste dans l'Union européenne, la monnaie française continue de s'appeler euro. Elle n'en restera pas moins séparée en ce sens où elle sera plus liée à 1 pour 1. Un taux de change de 1 pour 1 avec l'euro résiduel. Et on retrouvera rapidement le fait qu'il y ait une monnaie en France qui ne soit pas la même que celle des autres.
Mais qui s'appellera peut-être l'euro ou alors... Elle pourra s'appeler l'euro pendant une phase transitoire, mais ceci est de peu d'importance. Ça n'a d'intérêt que pédagogique et j'espère qu'on réussira rapidement à la faire s'appeler le franc. Mais c'est pas ça qui fait la substance du changement monétaire, c'est pas le nom. La substance, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, les euros émis par la Banque de France, qui sont en fait la monnaie de la France, sont liés aux euros qui sont émis par la Banque centrale de l'Italie, parce que chacune des deux a un engagement envers l'autre à reprendre celle de l'autre au taux de 1 pour 1, sans limitation aucune, ni de quantité, ni pas. Voilà. C'est ça en fait qui constitue l'union monétaire et c'est ça à quoi on va cesser de participer du jour au lendemain. Ça veut dire que du jour au lendemain, la Banque de France ne sera plus tenue de reprendre les euros des autres au taux de 1 pour 1, et réciproquement bien entendu. Et voilà, ceci, ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser par le fait que vous verrez tout de suite apparaître des billets avec marqué Banque de France, franc français dessus. Hein. Il peut y avoir une utilisation transitoire de billets euros qui auraient reçu un coup de tampon indélébile et inimitable qui les transfère, ça c'est déjà fait. Ou alors il se peut que la Banque de France possède déjà, et il serait responsable qu'elle l'ait prévu, un stock de billets de ce qu'on appelle de secours. Il y en a par exemple en Allemagne et il y en avait déjà à l'époque de la guerre froide. Les Allemands avaient toute une gamme de marques de remplacement pour le cas où tout ou partie de leur pays aurait été envahi par l'armée soviétique. Et du jour au lendemain, donc il faut remplacer les billets marques de l'époque par des billets, par les billets de remplacement, quoi. Pas en dévaluant, mais en notant leur valeur à ceux qui avaient eu jusque-là. Alors, il serait raisonnable de penser, mais ça n'est pas certain compte tenu du fait que nos dirigeants sont vraiment des oiseaux, que la France soit dans ce même cas. C'est-à-dire la Hollande, elle a très certainement un stock de billets de secours comme ça. Plusieurs autres pays de la zone euro, que la France ne l'ait pas fait, je crois que c'est pas le cas. Mais si c'est le cas, on s'arrangera en contournant la difficulté, en utilisant des billets euros. Enfin, je veux dire, s'il a vraiment oublié de faire un stock de billets de secours, ce qui deviendra le stock de billets de secours, ça sera des billets euros avec un coup de tampon. Donc, ce qui va se passer, c'est que du jour au lendemain, vous n'aurez pas les nouveaux billets francs français. Mais ça sera quand même déjà le franc français même sans le nom. Et c'était en fait exactement l'image miroir de ce qui s'est passé en 1999. En 1999, l'euro est arrivé. Mais tous les gens croient que c'est en 2002, parce que ce n'est qu'en 2002 qu'ils ont vu les billets. Et dans la phase intermédiaire, entre 1999 et 2002, eh bien, en fait, votre billet de 100 francs, vous croyez que c'était un billet de 100 francs, mais en réalité, c'était un billet de 15,42 € qui ne disait pas son nom. Vous aviez déjà l'euro et vous ne le saviez pas. Et ça sera pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous aurez déjà le franc, mais ça ne sera pas immédiatement visible. D'accord. François Asselineau, donc la campagne a franchement bien commencé aujourd'hui. Vous le trouvez comment, notre président de l'UPR ? Mais je trouve qu'il est parfaitement maître de lui, à son aise. Et si j'osais, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est souverain. Merci Vincent Brousseau.